Je me suis occupé du conseil scientifique de l'OFDT pendant de nombreuses années, et c'est peut-être pour ça que on m'a proposé de parler avec vous de la question de la recherche sur les addictions. Euh, Souvent les chercheurs se demandent à quoi servent leurs travaux. Finalement, est-ce qu'on améliore la santé de nos concitoyens et les représentations que les gens ont de la maladie et des malades, etc. Eh ben, je pense vraiment que la recherche sur les addictions, c'est un exemple de succès de la méthode scientifique dans le monde de la santé publique. Et pourtant, c'était mal parti. C'était mal parti parce que le concept d'addiction euh, n'est pas très clair. Et d'ailleurs, dans la revue de littérature que l'IRESP a fait, il y a au début la définition des addictions, et vous savez que les scientifiques ont été bien embêtés, et au fur et à mesure d'ailleurs que le DSM a évolué, la catégorie clinique, les catégories cliniques correspondant aux troubles addictifs ont pas mal bougé. Et au-delà de ça, même pour un philosophe, la notion d'addiction, ça le met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que beaucoup de philosophes, pour eux, l'objectif ultime, c'est de trouver le souverain bien. Qu'est-ce qui ferait qu'un homme pourrait aller bien dans sa vie? Et ben, avec les addictions, c'est objectivement compliqué parce que ben, finalement, on voit des gens qui cherchent quelque chose qui leur fait du mal. Alors, et ça leur fait du bien, mais ça leur fait du mal aussi. Et donc, on est complètement dans une situation qui met en échec la rationalité d'Aristote, où normalement, ben, ce qui est bien n'est pas mal et ce qui est mal n'est pas bien. Et dans le domaine des addictions, les deux sont mélangés. Et puis, bien sûr, dans la question des addictions, il y a la perte de contrôle, qui est centrale. Mais le contrôle, finalement, il existe si on est libre. Si on n'est pas libre, il n'y a pas de contrôle. Mais est-ce que nous sommes libres? Et là, la question est posée depuis des milliers d'années, et vous êtes au courant, on n'a toujours pas de réponse. Donc, le concept d'addiction repose sur des bases épistémologiques qui sont extrêmement fragiles. Et pourtant, la science s'en est emparue, et, euh, et elle a réussi à construire un savoir aussi, et un savoir qui a permis de changer considérablement à la fois les soins et les représentations que l'on s'est fait de la personne souffrant de problèmes d'addiction. Souvenez-vous au milieu du siècle précédent de l'image du toxicomane comme la personne qui ne mérite pas la dignité que l'on associe à l'humanité. Alors, il y a encore du travail à faire, on est d'accord, hein, quand on entend tout le discours qu'il y a autour des usagers de crack dans le nord de Paris, il y a encore du boulot. Mais quand même, des progrès ont été là, et des progrès aussi en termes de prévention, en termes de soins et de prise en charge. Le, et ça a marché aussi parce que la science, typiquement, a joué son rôle de lutte contre un certain obscurantisme qui existait autour de la question addictive, avec tout un tas de fantasmes qui ont été mis à plat à partir d'études relevant de domaines épistémiques complètement différents, parce qu'en fait, déjà, la question des addictions, ben, elle a bougé au cours du temps, et elle a bougé en fonction des sociétés. D'ailleurs, quand on regarde comment était considéré le problème du tabac et de l'alcool au cours des siècles en France, c'était pas du tout la question de l'addiction qui soulevait problème au début. D'ailleurs, vous savez que le tabac, quand il est arrivé, était utilisé comme une thérapeutique, et que les médecins, en fait, assez vite se sont rendus compte que ça pouvait susciter des problèmes de santé, mais ça s'est passé sous silence, et c'est que, justement, au XXe siècle, que la question est arrivée comme une question de santé publique. Et en ce qui concerne l'alcool, en fait, ce sont les problèmes comportementaux qui ont fait souci aux politiques beaucoup plus que les problèmes d'addiction. Et c'est là qu'on voit que les sciences humaines et sociales, euh, bien entendu, ont une place de premier plan dans l'étude du phénomène addictif. Alors, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent beaucoup de choses, mais de mon point de vue, les sciences humaines et sociales pointent du doigt le fait que le phénomène addictif met en tension les sociétés en pointant du doigt les paradoxes qui les constituent.
Et c'est vrai en particulier pour les sociétés occidentales. Pourquoi? Parce que une certaine façon de considérer l'éthique qui structure les sociétés occidentales aujourd'hui, alors une certaine façon, a été développée par le regretté Ruven Augien, qu'il étiquetait sous le terme d'éthique minimale, c'est-à-dire que en fait, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, à condition que vous ne faites pas directement du mal à autrui. Et d'ailleurs, entre nous, en ces temps de pandémie et de vaccination, je pense que ça devrait faire réfléchir. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, à la condition que vous ne fassiez pas directement du mal à autrui. Autrement dit, si vous consommez du crack dans le nord de Paris, eh bien alors c'est peut-être hors la loi, mais ça c'est une autre question, mais en termes éthiques, alors ça vous dérange peut-être quand vous me voyez, mais ce n'est pas un problème, parce que je vous fais du mal indirectement. Mais je ne vous fais pas du mal directement. Et si tel est le cas, alors, quelque part, je devrais avoir le droit de continuer à vivre ma vie. Alors ça, c'est un point de vue éthique que, pour certains, structure nos sociétés, mais ça va à contre-courant d'autres considérations. La première, par exemple, c'est nous sommes dans des sociétés du Caire, nous nous occupons d'autrui, et quelque part, on n'a pas envie que les gens se détruisent et ratent leur vie. Et quelque part, il y a presque une injonction de soins, même si ça va aux dépens de la liberté d'autrui. Et on voit ça d'ailleurs dans certaines prises en charge proposées par les médecins et les non-médecins, qui vont au-devant de la plainte du sujet. Et puis on pourrait même dire, et d'ailleurs certains chercheurs des sciences humaines et sociales, que ça arrange bien ceux qui militent pour un productivisme effréné de nos sociétés. En général, la personne addicte produit peu, et donc si on lutte contre les addictions, on va augmenter la productivité de la société. Un deuxième point aussi mis en lumière par les sciences humaines et sociales, c'est que au fur et à mesure que nos sociétés occidentales évoluent, il y a une injonction d'autocontrôle importante sur le sujet. C'est-à-dire, nous devons nous contrôler. Nous devons, et on le voit d'ailleurs au niveau des enfants à l'école, l'injonction à devoir rester assis sur sa chaise, à travailler, à écouter le maître, est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'au milieu du XXe siècle. Et d'ailleurs, il y a des sociétés où on dit que les prescriptions de psychostimulants aux enfants, leur augmentation dans les dernières décennies est en relation avec ça. D'ailleurs, psychostimulants au demeurant qui peuvent conduire à des addictions. Et donc on voit que d'un côté, l'humain est susceptible de pouvoir faire tout ce qu'il veut à la condition de ne pas faire directement de mal à autrui, et donc du coup, de pouvoir consommer des substances addictives et d'être addict, pourquoi pas? Mais c'est en contradiction avec d'autres considérations morales qui sont l'injonction de care, l'injonction au productivisme et l'injonction au contrôle de soi. Et donc cette tension, elle existe, et on le voit d'ailleurs dans certaines décisions politiques, encore une fois autour de ce qui se passe dans le nord de Paris. On voit des acteurs qui sont en discussion les uns avec les autres, et il est bien difficile de trouver un point d'entente. Alors on pourrait même aller au-delà des sciences humaines et sociales. Je trouve que même les humanités, avec la littérature, se sont emparés très souvent du problème des addictions, et en proposant à leur façon une description du phénomène que je trouve souvent bien plus percutante que ce que nous, cliniciens, pouvons proposer. Et je me souviens d'une phrase proposée par Higelin, ce poète mort il n'y a pas longtemps, qui, à propos de l'alcool, disait qu'il est l'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Donc je le redis, c'est l'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Eh bien, vous voyez, il y a une quinzaine de mots dans cette phrase. Eh bien, dans ces 15 mots, il y a autant de choses que dans beaucoup de centaines de pages d'articles scientifiques, qu'ils soient de sciences humaines et sociales, de neurobiologie ou d'épidémiologie, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que l'alcool, ça ne guérit pas forcément.
mais quelque part, on peut avoir l'impression que ça soigne. L'alcool ne m'a jamais trahi, ben, l'alcool ça trahit, on le sait bien, hein. Mais de notre côté, la bouteille, elle est toujours là, alors que mes amis, ben, ils sont pas forcément toujours là. Donc, les sciences humaines et sociales, les humanités, ont à dire à propos des addictions et nous ont aidés à saisir le phénomène dans une part de sa complexité. Alors bien sûr, il n'y a pas que les sciences humaines et sociales, l'épidémiologie, la recherche clinique, les approches statistiques et populationnelles ont aussi contribué à apporter de nombreuses pierres à l'édifice. La première, et qui, je pense, était une tâche aveugle avant que les travaux ne l'objectivent, c'est que les addictions de la vie ordinaire, c'est-à-dire le tabac et l'alcool, qui sont des addictions légalement autorisées, eh bien, sont les premiers facteurs de risque de mortalité évitable et de perte d'années de vie avec incapacité. Voilà. Et donc, pendant longtemps, alcool et tabac étaient considérés comme les compagnons des humains, qui signifiaient peut-être leur faiblesse et leur grandeur. Mais si l'on revient au nombre, eh bien, si on veut améliorer la santé de nos concitoyens, les facteurs sur lesquels on peut agir, eh bien, c'est en premier lieu la consommation d'alcool et de tabac. Un deuxième point, d'ailleurs, assez contre-intuitif, que montrent les études épidémiologiques, c'est que la majorité des usages occasionnels de ces substances addictives ne conduisent pas à des addictions. Et c'est même vrai pour les consommations de drogues dites dures comme la cocaïne et l'héroïne. Beaucoup de sujets, on associe souvent systématiquement à il consomme, à il est dépendant, mais en réalité, non, il y a tout un spectre de relations entre la substance et le phénomène addictif qui fait d'ailleurs que ce phénomène va être difficile à étudier scientifiquement et en termes de santé publique. Un troisième point que l'épidémiologie a montré, c'est que les substances addictives peuvent être dangereuses même quand il n'y a pas d'addiction. Et là, on pense bien sûr à l'alcool et aux travaux de Jean Hadès, alors qui sont peut-être pas consensuels, mais que je trouve extrêmement pertinents. Jean Hadès considère que l'alcool, en fait, est une substance très faiblement addictogène. Quand on considère le niveau d'exposition de la population à l'alcool, il est bien entendu considérable, et en fait le nombre de personnes addictes à l'alcool est relativement faible au regard du niveau d'exposition populationnelle, et qu'en fait beaucoup de problèmes de santé publique liés à la consommation de l'alcool le sont chez des gens qui ne sont pas dépendants au sens propre du terme. Alors si on exclut peut-être une dépendance à bas bruit liée à une consommation chronique de niveau faible. À propos de l'alcool aussi, ce que l'épidémiologie a montré, c'est que, vous savez, il y avait une espèce de lieu commun qui disait qu'un peu d'alcool, finalement, ça fait du bien à la santé. Et que, bien entendu, c'était le pied dans la porte pour que la consommation faible le soit de moins en moins. En fait, l'épidémiologie montre que, bon an, mal an, en fait, la relation en J qu'il y a entre morbimortalité et consommation d'alcool, le petit bout du J qui fait positif, en fait, il est tout petit et que, grosso modo, il y a une relation dose-effet entre la consommation d'alcool et les problèmes de santé, les troubles, la morbimortalité. Et il n'y a pas que l'alcool, bien entendu. La consommation de cannabis ne conduit que rarement à une véritable dépendance, mais il y a une accidentologie qui est objectivement liée à la consommation de cannabis en dehors de tout phénomène addictif. Alors, à contrario, ce que montre l'épidémiologie aussi, et ce que l'on a tendance à oublier quand on travaille dans le domaine des addictions, c'est que certaines addictions ne sont pas un problème de santé publique et ne sont pas un problème pour la société. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, en fait, avons une petite addiction à bas bruit à la caféine. Beaucoup d'entre nous avons pris ce matin du thé ou du café. Et d'ailleurs, quand on n'en prend pas, eh ben, on ne se sent pas tout à fait à l'aise en milieu de matinée, peut-être un peu irritable, avec des difficultés de concentration. Eh ben, on est au début d'une symptomatologie addictive. Mais les études épidémiologiques montrent que la consommation de caféine ne conduit pas à des problèmes de santé patents. Alors bien sûr, il peut y avoir une ivresse à la caféine, hein, bien entendu, mais c'est rare. Et puis, la caféine ne conduit pas à une désocialisation, c'est même plutôt le contraire. Alors, ce que montre l'épidémiologie, enfin, c'est le fait que le phénomène addictif, eh ben, il y a des différences énormes entre les pays,
Et donc, bien entendu, les facteurs environnementaux sont considérables. Et je prendrai comme exemple, par exemple, les addictions dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, il y a ce sont des hommes politiques qui sont religieux, et l'islam interdit en principe la consommation de substances addictives. Puis en plus, la bande de Gaza, elle est complètement isolée du reste du monde, à l'exception de quelques points de passage, en particulier de tunnels souterrains, mais dans lesquels normalement ne passe pas de substances addictives. Eh bien, il y a pourtant des addictions chez les jeunes dans la bande de Gaza, et c'est à des médicaments antalgiques. Et donc on voit comment le phénomène addictif s'adapte aux facteurs environnementaux. Alors ça, c'est l'épidémiologie. La recherche clinique, bien entendu, a joué un rôle considérable dans le développement de stratégies thérapeutiques. On ne traite aujourd'hui les problèmes addictifs pas du tout de la même façon qu'on les traitait au début du XXe siècle et même à la fin du XXe siècle. Et c'est la même façon pour les stratégies de prévention. On s'est rendu compte que c'était extrêmement subtil de prévenir les conduites addictives et que même certaines stratégies avaient été contre-productives. Alors, nous avons vu les sciences humaines et sociales, nous avons vu l'épidémiologie, il y a aussi bien sûr les recherches en neurosciences. Alors, qu'ont montré les recherches en neurosciences? Eh bien, de mon point de vue, un point essentiel, c'est que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la question de la dépendance. Et ça va contre l'image et l'a priori complètement erroné que l'on a par rapport à l'addiction. C'est que moi, par exemple, qui a fumé une ou deux cigarettes quand j'étais adolescent, j'ai jamais été addict au tabac. Quand je vois des gens qui ne peuvent pas arrêter de fumer, je dis, qu'est-ce qu'ils sont faibles, ils n'ont pas de volonté. En fait, c'est compliqué. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la question de la dépendance. Et chez certains, il est beaucoup plus difficile d'arrêter la prise de tabac que chez d'autres. Le deuxième point, moi, que j'ai trouvé très informatif, issu des travaux des neurosciences, c'est que les toxiques, les substances addictives, peuvent avoir un effet à très long terme sur le cerveau, et en particulier chez les jeunes. Et donc la question de la prévention des addictions chez les jeunes est une question de toute première importance. Vous savez, ces travaux qui ont montré que certaines consommations de toxiques peuvent avoir un effet à long terme, même après seulement quelques prises. D'où la nécessité d'être vraiment extrêmement efficace dans les stratégies de prévention précoce. Voilà, donc on voit que, vu de loin, effectivement, la recherche dans les conduites addictives, c'est un succès de la méthode scientifique, c'est un succès des sciences, qu'elles soient humaines et sociales, épidémiologiques, recherche clinique ou neurobiologiques. Mais pourtant, il y a encore du travail à faire et c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, d'ailleurs, le rapport fait par l'IRESP le montre. La France a une place respectable dans le monde de la recherche scientifique sur les addictions, mais elle n'a peut-être pas la place qu'elle devrait avoir au regard de son budget de recherche et au regard de la taille de sa population et du nombre de ses chercheurs. D'autres pays font mieux, incontestablement. Je pense par exemple au Canada, à l'Australie et même à l'Espagne et à l'Italie. Alors, pourquoi en France, certes, on travaille bien, mais pourquoi on a encore du chemin à faire et peut-être des gains par rapport à nos pays voisins? Eh bien, je pense que peut-être en France, plus que dans d'autres pays, nous avons des problèmes à mettre en œuvre des collaborations multidisciplinaires qui, comme on l'a vu, sont vraiment très importantes dans le domaine des addictions, parce qu'il ne peut pas y avoir de théorie de grande unification, comme le rêvent les physiciens, dans le domaine de la recherche sur les addictions. Certains chercheurs, vous savez, les chercheurs sont amoureux de leur champ théorique, parce qu'ils travaillent avec lui toute la journée, et c'est un peu ce champ théorique qui les constitue. Et donc, quand on est confronté à des chercheurs qui n'ont pas les mêmes théories, qui n'ont pas les mêmes référentiels, ils nous mettent un peu en danger dans nos représentations de notre champ de connaissances. Et donc, on a du mal à travailler avec les autres champs disciplinaires. Donc, la recherche multidisciplinaire
qui pourtant est indispensable dans le domaine des addictions, car ça implique à la fois le cerveau, le sujet dans son intériorité, mais aussi le sujet dans sa rapport à la société, et qu'aucune théorie ne peut prétendre aujourd'hui à proposer un panorama global de tout ça. Et donc nous, nous avons le devoir de travailler les uns avec les autres. Et il n'y a que de cette façon que nous pourrons combattre un certain obscurantisme idéologique que l'on voit parfois. Alors pas au niveau des individus, c'est-à-dire qu'on voit quand on discute entre nous le soir à un dîner au restaurant après un congrès sur les addictions, tout le monde est d'accord pour travailler ensemble, mais quand arrivent les appels d'offres et les enjeux de pouvoir liés au financement, etc., eh bien, certains regardent parfois un peu de haut les travaux des autres, et ça freine un petit peu les collaborations multidisciplinaires qui sont pourtant indispensables. De là l'intérêt de réaliser des journées comme celle-ci, où nous allons pouvoir échanger les uns avec les autres à propos de nos travaux qui relèvent de champs différents. Merci pour votre attention, et puis si on a quelques minutes pour discuter et éventuellement pour que vous ne soyez pas du tout d'accord avec moi, je serai ravi de pouvoir vous écouter et de répondre à vos questions.